J'ai récemment entendu quelqu'un dire « Il ne s'agit pas de faire de son mieux, il s'agit de faire ce qui est nécessaire. » Est-il différent? Tout à fait. Voici ce que j'en pense. Faire de son mieux implique une composante émotionnelle. C'est subjectif. Qu'est-ce que le meilleur au juste? C'est une histoire que vous vous racontez, un récit qui ouvre la porte à la limitation. J'ai toujours constaté que lorsque nous nous mettons au pied du mur et que nous osons nous aventurer dans des scénarios où il est essentiel de faire quelque chose, nous trouvons toujours un moyen d'y parvenir. Lorsque nous n'avons pas de plan B, nous sommes obligés de faire fonctionner le plan A, et c'est ce que nous faisons. C'est un témoignage de la résilience et de la puissance de l'esprit humain, mais aussi de la réalité que chacun d'entre nous peut se surprendre lui-même lorsqu'il n'est pas prêt à accepter une réponse négative. Ce ne sont pas les ressources qui posent problème, mais plutôt notre réticence à avancer dans l'obscurité, notre hésitation à essayer, explorer, tester, construire et reconstruire, des actions qui n'ont pourtant rien à voir avec ce qu'il y a de mieux et qui ont tout à voir avec le fait de refuser un résultat défini. L'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de la course à pied est qu'elle a renforcé cette notion dans ma vie. Elle est devenue le modèle avec lequel je pouvais m'étonner moi-même à plusieurs reprises. Je parle beaucoup de la confiance en soi et de la façon dont je l'ai gagnée pas à pas, kilomètre par kilomètre, jour après jour, sous le soleil, sous la pluie, dans les bois et dans les rues de tout le pays. J'ai fini par comprendre la relation entre les difficultés du moment présent et la satisfaction du lendemain. C'est à ce moment que j'ai franchi mon niveau de confort habituel. Lorsque ce nuage de douleur et d'agonie planait au-dessus de moi, je ne pouvais même pas vraiment pointer du doigt l'endroit où mon corps me faisait mal. Tout semblait se confondre en un immense chaos. Et apprendre que je pouvais non seulement endurer ça, mais aussi grandir, me voir dépasser toute notion ou compréhension du meilleur pour vaincre mes démons, conquérir l'objectif du jour, ça change la façon dont on se considère dans le monde. Maintenant, est-ce que les observateurs pourraient être tentés de qualifier nos objectifs personnels comme étant arbitraires, voire inutiles? Bien sûr, et je comprends pourquoi ils le feraient. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Les mauvais jours ont été un cours magistral sur la façon de faire ce qui est nécessaire, de se rendre compte que lorsque l'on ferme son cerveau rationnel et que l'on ne donne pas à son esprit la possibilité de convaincre son corps, on peut voir à quel point on est puissant. Vous réalisez que l'histoire de votre meilleur n'est rien d'autre qu'une maison construite sur du sable. La vie ne se résume pas à l'histoire que tu t'es racontée. Il ne s'agit pas de tes records personnels et de tes performances maximales, de ce que tu penses pouvoir faire ou de la distance que tu penses pouvoir atteindre. Il s'agit de ne pas s'arrêter dans les moments où c'est difficile, de faire ce qui est nécessaire, une décision qui s'amplifie au fil du temps pour créer ce qui était auparavant impossible. L'une de mes citations préférées est celle de l'amiral William McRaven. Il est plutôt drôle qu'il dise « Si vous voulez changer le monde, vous devez donner le meilleur de vous-même dans vos moments les plus sombres. » Quelle belle idée pour s'élever lorsque la vie présente des périodes de turbulence. Et bien sûr, c'est peut-être une question de réflexion, pas dans le sens traditionnel, non pas comme une mesure personnelle, mais comme une volonté de faire ce qui doit être fait. Il s'agit de ne plus être sous les projecteurs et de les braquer directement sur le chemin à parcourir, sur la tâche à accomplir. Lorsque vous choisissez de faire du chemin sans vous soucier de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, mais plutôt de ce qui doit être fait, l'univers, comme l'a si élégamment dit Paulo Coelho, conspire pour que cela se produise. Je repense à mon parcours, et à de nombreuses périodes, mon potentiel n'était pas suffisant. J'étais si perdu et si dépassé que la seule chose que je pouvais faire était de ne pas m'arrêter de progresser. C'était mon super pouvoir. J'ai simplement traversé la peur de l'effondrement, cette fierté tenace et cet ego blessé. Ce que j'ai appris, c'est que la vie n'est pas différente de tous les kilomètres que j'ai parcourus en courant. Ce que je ressentais, ce que j'étais capable de faire avant, ce que j'estimais être le maximum, tout cela n'était que du bruit. Tout cela n'avait aucune importance. Ce qu'il fallait, c'était que j'aille de l'avant à travers le chaos et que je trouve quelque chose de mieux.
Et c'est ce que j'ai fait. Et dans votre monde, vous le pouvez aussi. Les histoires que nous nous racontons sont si puissantes et, à bien des égards, précieuses dans notre parcours de vie. Mais il y a un récit qui élimine la nécessité de tant d'autres. Vous pouvez atteindre le sommet de n'importe quelle montagne que vous cherchez à gravir, à condition de ne pas vous arrêter, de laisser tomber les limites liées à votre excellence et de faire ce qu'il faut pour y arriver. Vous verrez à quel point ce maximum est adaptable et transformable, à quel point il s'agit d'un indicateur à retardement. Cela prendra du temps, mais vous êtes capable d'être patient. Il y aura des moments de chaos, mais vous êtes capable de surmonter ces tempêtes. Il y aura des obstacles qui vous laisseront dans le flou, l'incertitude et parfois l'impréparation, mais vous êtes capable de relever la tête et d'avancer dans ce brouillard. Ce que vous savez de vous aujourd'hui n'est qu'une fraction du potentiel dont vous êtes capable. Et ce n'est pas en vous fixant un objectif et en l'appelant votre résultat personnel que vous déterminerez jusqu'où vous irez. Mais, comme l'a dit Emerson, en attelant votre chariot à une étoile et en vous tirant vers sa lumière, petit à petit. Je parlais à mon ami au téléphone ce matin, et il a fait un très long voyage, avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais aujourd'hui, il s'en sort incroyablement bien. Il a beaucoup investi dans l'immobilier et son entreprise est très rentable. Je veux dire, si on parle d'un retournement de situation, c'est bien lui. Et il dit, « Tu sais ce qu'il y a de mieux dans tout ça ? Quand je me lève le matin, je me dis pas, « Bon, j'aimerais bien dormir quelques minutes de plus. Je ne veux pas rester plus longtemps dans mon lit. » Et j'ai trouvé que le mouvement, si ce n'est pas vivre à fond, je ne sais pas ce que c'est. À la seconde où tes yeux s'ouvrent, tu es excité par ce qui t'attend, n'est-ce pas ? Je lui ai donc demandé, « Chris, quel est le plus grand changement mental que tu as opéré dans ta vie et qui t'a permis d'atteindre cet objectif ?» Et il m'a dit, essentiellement, c'est un terme utilisé par Dan Sullivan. Il a dit, « J'ai appris à toujours être l'acheteur. Je commence tout juste à lire les livres de Sullivan, donc je ne suis pas très familier avec cette idée. » J'ai dit, « Chris, peux-tu m'expliquer un peu plus en détail ?» Il a dit qu'il avait commencé à regarder la vie comme s'il en était digne, comme s'il était le décideur. Et je ne sais pas si vous êtes passé par là. Moi, oui. Et je me suis dit, j'espère que cette personne va m'accepter, qu'elle va me prendre. J'espère qu'elle m'embauchera. J'espère que je serai intégré. Il s'agit là d'une existence où l'on se vend constamment. Mais lorsque vous opérez ce changement mental, et que vous vous dites plutôt « J'ai une valeur à ajouter à cette personne, c'est moi qui suis l'acheteur », vous renforcez votre pouvoir d'action. Un acheteur ne peut pas être ignoré. Au lieu de marcher en espérant que le monde vous accepte, il s'agit d'avoir confiance en vous et en vos capacités. Comme le disait mon professeur de 4e lorsque j'étais enfant, la pire chose à faire est de tendre les mains vers le ciel en espérant que quelque chose de valeur y tombe. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de vous retirer le pouvoir et de le confier au destin. Parce que la vérité, c'est que vous avez une valeur à ajouter. Vous allez apporter un changement dans le monde. Vous allez laisser une belle marque sur l'humanité. Et il doit arriver un moment où vous considérez ça comme une ressource précieuse. Vous êtes en mission, et il ne s'agit pas pour les autres de vous dire oui ou non. Il s'agit de savoir si vous voulez permettre à ces personnes de vous accompagner dans votre mission. Il ne s'agit pas de vous vendre, mais d'acheter les éléments qui feront votre grandeur. C'est un changement subtil mais puissant. Et la réalité, c'est que les gens le respectent, n'est-ce pas ? C'est ça qui est fou. Lorsque vous trouvez le courage de creuser en profondeur et de débloquer cette confiance en vous, vous obtenez plus de cette confiance de la part des autres. Et ça, c'est de l'expérience, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais été le gars le plus bruyant de la pièce. Je ne cherche pas à attirer l'attention. Il m'est plus facile d'écouter. Mais je constate que lorsque vous vivez avec conviction, le monde qui vous entoure se conforme. Le respect vous trouve. Les gens ne croiront jamais en quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Un de mes bons amis a participé à la réservation de podcasts et d'événements. Et une partie de ça consiste à essayer d'obtenir la participation de personnalités et autres intervenants. Il faut leur en expliquer la valeur. Et c'est ce que j'ai trouvé étonnant.
Il dit qu'une lettre structurée, bien pensée, expliquant les tenants et les aboutissants, à quel point l'autre serait reconnaissant, à quel point l'expérience serait bénéfique, est ignorée 99 fois sur 100. En revanche, une simple lettre du type « Salut, il se passe quelque chose de très intéressant, ça va être incroyable. Appelez-moi, nous verrons comment vous faire participer », reçoit bien plus souvent une réponse. Pourquoi ? Parce que vous ne vendez pas, vous achetez. C'est évident. Les gens veulent être entourés de personnes qui vivent avec conviction, qui ont une valeur ajoutée. Il faut donc que ça soit clair. Vous n'avez pas été mis ici pour impressionner les autres ou être accepté par ceux qui vous entourent. Vous êtes ici pour vivre votre vie comme vous l'entendez, pour faire de la magie, pour profiter des moments qui passent avec ceux que vous aimez, en les dépensant comme vous l'entendez. N'oubliez jamais à quel point vous êtes important et précieux. N'oubliez jamais que vous avez le droit de vous réveiller et de dire « Oui, je peux sortir du lit aujourd'hui. J'ai le droit de poursuivre mon rêve et d'emmener avec moi les personnes et les choses qui méritent d'être poursuivies. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Ce n'est pas exister, c'est vivre. Dans un monde de conformité, d'acceptation, dans un monde de concession, dans un monde de « je ne veux pas, mais je dois ». Vous devez devenir l'acheteur, non seulement dans chaque échange concret, mais aussi l'acheteur d'un destin qui vous appartient. Récemment, j'ai repensé à ce que m'avait dit un ami, Tom, il y a quelques années. Il a une entreprise à Paris et me racontait comment une personne qu'il avait embauchée l'avait volé. La première question qui m'est venue à l'esprit pendant qu'il racontait l'histoire était « Que s'est-il passé ensuite ?» Je lui ai posé la question et il est resté silencieux pendant 1 seconde, puis a demandé avec son accent du Sud « Si un serpent te mord, vas-tu le poursuivre pour te venger ou vas-tu te faire soigner pour survivre ? En gros, tu vas te concentrer sur le passé ou sur ce qu'il faut faire à partir de maintenant. En fait, il a coupé les ponts avec la personne, mais il est passé à autre chose. Il réfléchissait déjà aux prochaines étapes qui seraient les meilleures pour lui, sa famille et son entreprise. Et je peux vous dire que, depuis que j'ai entendu ça, c'est devenu une idée incroyablement précieuse dans ma vie. Surtout quand on se rend compte qu'il n'y aura jamais de diminution des problèmes. Vous faites votre possible pour les éviter. Vous essayez de vous en écarter quand c'est possible. Mais les obstacles seront toujours présents. Il s'agit de le savoir et d'y faire face. C'est quelque chose qui est toujours lié à notre développement. Et je trouve utile de me demander, cette action que je vais faire, est-elle favorable à ma croissance et à mon bonheur ? Est-ce que ça me fait du bien à court terme parce que je suis en colère ? Ou qu'on m'a fait du mal ou quelque chose de ce genre ? D'autant plus que la plupart des torts infligés aux autres sont le fruit de l'incompétence et non de la malveillance. Et je le crois sincèrement. Je pense que nous attribuons très souvent des intentions néfastes aux autres, alors que dans la plupart des cas, il s'agit de simple stupidité. Ce sont des êtres humains imparfaits qui essaient de naviguer dans un monde souvent complexe. Nous commettons des erreurs. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se défendre lorsqu'on a été attaqué ou offensé. Bien sûr, vous devez le faire. Mais la magie consiste à ne pas personnaliser la situation. Il faut avoir le QI émotionnel nécessaire pour comprendre que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de savoir si je peux sauver la situation à partir de là. Et ceci dépend uniquement de la façon dont je choisis de voir les choses. Pourtant, Emerson a écrit « Les gens ne semblent pas se rendre compte que leur opinion sur le monde est aussi une confession de leur caractère. » C'est un argument de poids. La flexibilité et la marge de manœuvre dont nous disposons lorsqu'il s'agit de donner un sens au monde ne sont pas liées à la façon dont il se présente, mais à la façon dont le spectateur pense et interprète. La dépersonnalisation de la réalité est l'un des plus grands super-pouvoirs dont nous disposons. Lorsque vous êtes en colère et que vous accusez, vous finirez, comme l'a dit Tom, par chasser les serpents. Vous finirez par casser des choses qui devront être reconstruites et par prononcer des mots que vous souhaiterez n'avoir jamais prononcés. Les 5 secondes nécessaires pour faire une pause, se ressaisir et se rendre compte que l'on a le contrôle sont essentielles. La capacité à voir la personne, la situation ou le monde
non pas comme un adversaire dressé contre vous, mais comme un défi inévitable qu'il faut gérer. Alors, comment choisirez-vous de le gérer? Comment choisirez-vous d'arranger les choses? Ma responsabilité, ma faute, mon problème à régler. Je comprends à quel point c'est lourd, à quel point ça peut être difficile, surtout quand on a souvent l'impression qu'en rejetant la faute sur autrui, on se soulagerait d'un poids énorme, alors que la vengeance semble être la solution la plus facile et la plus intuitive. Mais là encore, il s'agit d'un soulagement à court terme. Pour grandir vraiment, pour trouver le calme, le bonheur et le sens auquel nous aspirons, c'est la relation interne avec nous-mêmes qui importe le plus. C'est la capacité de dire « Je n'ai peut-être pas créé ça, ni même commis les erreurs qui ont mené à cette situation, mais je ne peux pas la réparer tant que je ne prends pas en considération la réalité et mon propre reflet. Maintenant, laissons le passé au passé. Maintenant, c'est moi et le présent. Et en ce qui me concerne, le présent et l'opportunité sont toujours une seule et même chose tant que nous choisissons de les voir ainsi. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on regarde, c'est ce que l'on voit. Encore et encore, est-ce que cela vous arrive à vous ou pour vous? S'agit-il d'un problème ou d'une opportunité, d'un échec ou bien d'une victoire?